pour les gens un peu timides ou qui n'osent pas trop prendre la parole, de vous faire participer sur les réseaux sociaux, de vous demander de poser des questions. Bon, clairement, j'ai fait un bide, il n'y avait pas eu beaucoup de questions, mais j'en ai repris quelques-unes, il y en a qui se sont croisées, qu'on m'a envoyé en message privé, et donc là, je vais les lire. Mais l'idée, c'est vraiment, j'en vais en poser 2, 3, 4, et dès que vous voulez, vous prenez la parole, on veut aussi qu'il y ait de l'échange, voilà, ce ne sera pas un monologue, je ne vais pas faire que lire des questions, n'hésitez pas si ça vous interpelle à demander le micro. Alors, dans cet ouvrage, vous éclairez le bourgeois sur sa bêtise. Je vais dire une phrase de la 4e, je suis désolée. Vous dites dans la 4e que le propre du bourgeois, c'est de ne jamais se reconnaître comme tel. Ça, c'est vous. Vous-même, vous le concédez, vous avez des similitudes, mais ce bourgeois ne nous a pas fait envie. Et donc, vous avez fait des choix qui vous distinguent. Vous dites dans le livre, j'ose me compter parmi les rares individus dont la pensée n'est pas la stricte projection de leur intérêt de classe. Alors, ma première question sera donc celle-là. Quel a été votre parcours personnel pour prendre conscience de votre classe sociale d'origine? C'était à quel âge? Et qu'avez-vous fait à partir de cette prise de conscience? Et de manière plus large, comment l'enfant prolétaire peut-il prendre conscience de sa classe sociale en évitant la violence, le choc de cette prise de conscience, du déterminisme, car oui, c'est violent, et qui pourrait faire cet accompagnement, ou qui le fait déjà? L'école, les parents, la culture. Pour mon cas personnel, moi j'ai grandi dans un bain, je dirais à la fois politique et, comment dire, peut-être philosophique au sens le plus large du terme, qui quand même inclinait à se penser socialement. C'est peut-être le b.a.-ba, je dirais, d'une pensée de gauche. Je pense que le ciment fondamental d'une pensée qu'on pourrait appeler de gauche, après on étudiera les différentes variantes et voire incompatibilités au sein de ce signifiant gauche. Quand même, je crois que c'est de considérer, texte à l'appui ou observation à l'appui, dans sa propre vie, que nous sommes d'abord des créatures sociales. Et qu'à ce titre-là, c'est ce qui nous détermine avant toute chose. C'est la détermination des déterminations. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit absolument déterminé socialement, mais qu'il y a quand même ce socle de détermination. Je pense que ça, c'est vraiment ça qui fait clivage avec ce qu'on pourrait appeler la pensée libérale. La pensée libérale veut bien admettre qu'il y ait un certain nombre de déterminations, qu'il y ait des choses qui s'appellent un peu les classes sociales, mais qu'elles ne sont pas déterminantes fondamentalement. Que ce ne sont pas des déterminations comme ça qui subsumeraient ou engloberaient toutes les autres. Je pense que c'est vraiment ça le clivage intellectuel qui sépare d'une pensée, je dirais, par exemple marxiste, d'une pensée libérale. Donc moi j'ai un peu grandi là-dedans sans du tout que ce soit livresque. Moi je lisais pas Bourdieu quand j'avais 14 ans, mais je pense qu'il y avait comme ça une imprégnation qui faisait que j'étais quand même assez spontanément, entre guillemets spontanément, porté à me penser comme appartenant à une classe et à penser les autres comme d'abord appartenant à une classe. Et bon, donc là-dessus, j'ai développé des petites antennes, donc je m'auto-analysais, je voyais bien que je faisais partie de disons, la classe moyenne, on va dire, les fils de profs qui eux-mêmes étaient issus de la petite paysannerie, dans un mouvement social qu'on connaît bien, un mouvement économique qui a été le fait de faire monter vers le tertiaire toute une génération de fils d'ouvriers, de fils de paysans. Ça c'était mes parents, qui eux sont devenus instituts puis profs, puis moi voilà, derrière je suis devenu enseignant. Bon, tout ça est d'une logique implacable, donc j'ai très très vite pris conscience qu'on était pris dans des sillons de détermination. Donc classe moyenne, on peut appeler ça aussi la petite bourgeoisie intellectuelle en termes sociologiques, voilà, Et puis pour les autres, eh bien, je prenais l'habitude d'essayer de les affilier à un sillon de classe, quoi. Ça, c'était un truc que je faisais même quand j'étais lycéen. Ce qui m'a bien aidé à le faire et à prendre conscience, je dirais presque viscéralement et existentiellement, qu'il y avait des heurts de classe, et qu'il se trouve que j'ai grandi, j'ai passé 7 ans collège-lycée dans un établissement de centre-ville, comme il y en a toujours dans toutes les villes. Il y a toujours le grand établissement public de centre-ville où en gros sont coagulés, disons, les rejetons de la bourgeoisie locale, quoi. Alors bon, moi j'avais les bourgeois, je les avais quotidiennement en face de moi, quoi. J'ai eu très très vite conscience de ce que ça pouvait vouloir dire être un bourgeois. Et je me sentais pas comme eux.
C'est-à-dire qu'il y avait un vrai hiatus entre, je dirais, je pense que les gens qui étaient issus d'une généalogie sociale comme la mienne, fils de fonctionnaires, grandis dans la gauche, en plus avec un tropisme PCF qui venait de mon père, effectivement, et un peu de ma mère. Bon, moi j'ai passé 7 ans de ma vie à m'engueuler avec les bourgeois de ma classe, m'engueuler courtoisement, m'engueuler folkloriquement. Il y a un côté pittoresque là-dedans, on ne se tapait pas dessus. On avait une grande joie d'ailleurs à s'opposer, ça je l'ai raconté dans un autre livre qui s'appelle De singe ou ma vie politique, et que j'ai découvert la politique un peu par le versant de la joute verbale joyeuse. Mais c'est vrai que j'ai pu très très vite développer des antennes pour identifier quelque chose qui s'appelait le bourgeois, quoi. Et je n'ai jamais lâché sur ce mot, je pense qu'il a une pertinence. Alors il se trouve qu'après, comme je le raconte dans l'histoire de ta bêtise, j'ai perdu de vue la bourgeoisie. Là, ça n'est plus devenu une... Parce que j'ai plutôt zoné dans la vingtaine, dans des lieux plutôt précarisés, plutôt en voie de déclassement, qui étaient par exemple la faculté, qui est un domaine, qui est un milieu qu'on sait bien en ce moment par exemple, mais on le sait depuis très longtemps, et c'était déjà le cas dans les années 90, en voie de déclassement, où en gros, il y avait les grandes écoles, il y avait les classes prépa, j'avais fait Hippocane, mais c'est presque anecdotique. Après, on se retrouve à la fac, et puis on est un peu nulle part, et donc on se retrouve au milieu d'une sorte de néo-précariat, avec des gens qui font fac d'histoire, fac de philo, fac de français, de lettres, sans trop savoir où ils vont aller, qui font c'est un peu des espèces d'études dilatoires pour ne pas rejoindre le monde du marché du travail. Donc j'ai fait partie de ça. C'est accolé à ça le milieu punk rock, parce que le groupe Zabriskie Point est un groupe de punk rock, donc j'ai un peu zoné dans le milieu punk pendant les années 90. Donc voilà, évidemment, là, il n'y a pas de bourgeois qui tiennent, ça, pas du tout. Et donc je vais, comme je le raconte dans l'histoire des ta bêtise, retrouver la bourgeoisie en publiant des livres, c'est-à-dire en débarquant sur la scène culturelle, dans le milieu littéraire, dans le milieu culturel, faisant un peu de cinéma, machin, bidule, du théâtre, tout ça, et là je les retrouve, ils sont là, quoi. En fait, je les avais perdus de vue depuis 10 ans, et je vois que le champ culturel, comme dirait Bourdieu, est surinvesti par des gens de la bourgeoisie. Bourgeois eux-mêmes en tant que faisant partie de ce milieu-là, ou issus de la bourgeoisie. Et là, à partir des années 2000, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, etc., je vais beaucoup les croiser, je vais être amené à composer avec eux, à travailler avec eux. Parfois, certains d'entre eux vont être mes employeurs. Et les éditeurs sont quand même en général issus de la bourgeoisie. Si jamais vous mettez un pied dans le cinoche, vous avez affaire à des producteurs. Les producteurs ne sont pas des prolétaires. C'est souvent d'ailleurs des gens plutôt bien nés, qui ont eu une mise de départ par les phénomènes d'héritage. Bon, alors là, quand même, je vais commencer à beaucoup les fréquenter, les observer, et je vais mesurer à quel point, décidément, il y a quelque chose qui coince, quoi. Ce qui n'empêche pas une certaine camaraderie par des collaborations, enfin, je veux dire, c'est pas tout le temps la guerre, quoi. Mais on peut dire donc que l'histoire de ta bêtise est le produit des observations que j'ai pu faire dans cette espèce d'écosystème-là. C'est cet accès-là, moi, que j'ai eu à la bourgeoisie, sachant que la bourgeoisie, on y a toujours accès parce qu'elle est dominante, donc elle est très visible. Je dis qu'elle est une minorité visible, elle est très minoritaire quantitativement, mais elle est très majoritaire dans les espaces de visibilité, par exemple les médias. Qu'est-ce que ça veut dire allumer sa télé? Qu'est-ce que ça veut dire allumer LCI? Ça veut dire se retrouver en général avec une table où 5 personnes sont en train de commenter l'actualité. C'est pas des chaînes d'infos, c'est des chaînes de commentaires, et c'est des chaînes d'éditorialisation du monde. Tous sont issus du même milieu. Ou alors, s'il y en a un qui peut faire valoir, oui, mais mon père était paysan, oui, mais en tant que journaliste éditorialiste à LCI, il est complètement dans un habitus, comme dirait Bourdieu, bourgeois. Donc bon, ils sont partout. Donc je pense qu'on a énormément de matière pour les analyser comme tels. Donc tout ça a concouru, après cette longue réponse, je reviens à la question, à développer chez moi. Mais après, il y avait aussi tout un corpus de livres, de lectures, évidemment exemplairement de Bourdieu, mais évidemment Marx, et puis cette tradition-là, qui a tendance effectivement à penser par classe, à penser que les classes, ça existe, que nous sommes fondamentalement constitués par notre appartenance de classe. Et ça, bon, c'est une chose qui est pour moi presque le b.a.-ba. Bon. Après, sur la deuxième partie de la question, comment est-ce qu'un prolétaire pourrait prendre conscience du fait qu'il est prolétaire? C'était pas formulé comme ça, mais il y a deux aspects de la question. Je pense qu'un prolétaire est le mieux placé pour savoir qu'il subit la violence sociale. Bon. Il l'a subie, de fait, et elle prend tout un tas de formes. Et c'est bien précisément ça, pour moi, une définition un peu littéraire et approximative et intuitive du prolétaire. Elle n'est pas très sérieuse, elle n'est pas dans l'orthodoxie marxiste. Mais pour moi, le prolétaire, c'est fondamentalement celui que la société vient toujours faire chier.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois? Et un bourgeois, c'est quelqu'un qui a un cadre de vie, un confort de vie, un confort patrimonial et une latitude sociale telle que, globalement, la société ne le fait pas beaucoup chier. Moi qui ai un niveau de vie patrimonial bourgeois, ben, je veux dire, on ne me fait pas beaucoup chier. C'est-à-dire qu'on ne vient pas frapper à ma porte pour me demander de chercher du travail quand si je suis chômeur. On ne vient pas me fliquer en tant que chômeur, on vient pas, j'ai pas beaucoup à faire à des N+1 ou à des employeurs qui m'emmerdent. Alors j'ai un peu ma dose quand même, hein. Un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui doit composer avec un certain nombre d'employeurs, avec un certain nombre de règles sociales. Bon, c'est un petit peu ce que je racontais dans le livre qui a été évoqué tout à l'heure, qui s'appelle La politesse, qui est une espèce d'auto-analyse sociologique empirique de ma circulation d'écrivain. Je préfère dire écrivain qu'intellectuel, mais on va pas chipoter. Donc chacun sa dose particulièrement, et celui qui... On dit souvent par exemple que, c'est Rancière qui dit ça très bien, on dit souvent qu'il y a des quartiers où ça manque de lien social, il faudrait refaire du lien. Je vois bien ce qu'on entend par là, et je suis assez d'accord avec ce que désigne cette revendication de remettre du lien. Mais Rancière, un philosophe que je vous recommande pour ceux qui ne connaîtraient pas, dit, en fait il faudrait plutôt travailler à la déliaison d'un certain point de vue. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup trop liés. Et c'est-à-dire que je pense que le prolétaire, moi je ne trouve pas qu'il souffre d'un déficit de lien social. Alors il souffre sans doute d'un déficit de solidarité ou de maillage qui organiserait les solidarités entre prolétaires. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est lié? Qu'est-ce qu'il est lié au corps social? Le corps social ne cesse de venir emmerder le prolétaire de mille manières, encore une fois. Donc je pense que vraiment, le prolétaire sait très bien dans quelle position il se trouve. Alors après, autre chose est d'accéder à ce que, dans une certaine tradition marxiste, on s'est mis à appeler la conscience de classe. C'est-à-dire qu'une chose est de subir tout un tas de pressions, de contraintes, de violences parfois, dans son quotidien, des violences explicites, implicites, des violences psychologiques, des violences physiques, hein, tout ça existe. Une chose est de subir ça, autre chose est d'accéder à l'idée qu'en fait ce que je suis moi prolétaire en train de subir, en fait d'autres le subissent, avec lequel j'ai un lien qui serait un lien de classe. C'est-à-dire que globalement je suis quand même pris, nous avons un point commun objectif, les uns et les autres, il y a un point commun objectif de nos souffrances, c'est qu'en fait nous appartenons à la même classe. Alors, on peut appeler les classes populaires, le prolétariat, on pourrait discuter des heures pour affiner tout ça. Mais alors, bon, il y a une distinction qui est connue un peu dans une certaine tradition philosophique, c'est de parler de classe en soi ou de classe pour soi. J'ai jargonné, mais je trouve que c'est pas con, quoi. La classe en soi, c'est un petit peu le premier pan de ce que je viens de décrire. C'est que de fait, le prolétaire, il appartient objectivement à une classe. La classe pour soi, c'est quand il se vit comme appartenant à une classe. Et ça, évidemment, c'est un problème auquel cet accès à cette conscience-là, dite de classe, c'est le grand problème de la politique et de l'émancipation sociale et c'est le grand problème de ceux qui pensent qu'il ne peut y avoir de changement véritable de corps social qu'à partir des mouvements sociaux. Il ne peut y avoir de mouvement social qu'à partir du moment où les gens accèdent à une forme de conscience de classe. Sinon, ils sont un peu voués à être un peu atomisés, chacun est un peu dans son coin, il n'y a pas de fédération possible. Alors, il arrive que des mouvements sociaux émergent qui pour autant ne semblent pas être empreints d'une grande conscience de classe. Ce serait intéressant de voir, est-ce que les Gilets jaunes, par exemple, mouvement extrêmement multiple, polyphonique, et donc qui serait tout à fait vain d'essayer de rassembler ou de synthétiser, hein, et tant mieux, tant mieux. La beauté de ce mouvement, c'était son côté protéiforme. Mais il ne m'a pas frappé que le mot classe était un des mots-clés, je dirais, de ce mouvement. Ça ne m'a pas frappé. Alors je pourrais le déplorer parce que je pense que pour moi c'est le mot. Et qu'il me semblait que les gilets jaunes, sans vouloir faire le type qui les regarde de loin et qui va, comment dire, énoncer leur propre vérité à leur place, c'est une position que j'essaie de ne pas avoir. Enfin, je ne peux pas non plus m'interdire de penser les choses. Et ce que j'en pense, soutenu par d'autres penseurs d'ailleurs, je pense à Badiou par exemple qui a écrit un texte que je trouve assez lumineux là-dessus, je pense que les gilets jaunes, pourraient dire, vraiment pour aller très très vite, hein, mais ce serait une hypothèse, c'est la classe moyenne déclassée qui est en train de se rendre compte qu'en fait elle est prolétaire.
et que c'est à ce titre-là qu'il y a un contrat qui se rompt entre cette classe moyenne, parce qu'il y avait un contrat. Il y avait un contrat avec l'État, il y avait un contrat avec le système économique global, qui était que globalement, quand on bosse, ça finit par payer et qu'on arrivera à payer nos traites pour rembourser notre maison. Je vais vite. Et là, il y a pour tout un tas de raisons économiques, sociales, psychologiques, contingentes, structurelles, qui viennent de loin, qui viennent de pas loin. Il y a un contrat qui se rompt et il y a toute une partie de la classe moyenne qui prend conscience dans son quotidien que, en fait, non, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que telle que la situation qu'on est en train de me faire fait que je n'arriverai pas à rembourser les traites. Par exemple, entre autres impasses économiques. Bon, alors voilà, pour moi, le coup d'après, dans l'auto-analyse que pourrait faire le mouvement de lui-même, ce serait, en fait, on pensait être de la classe moyenne, mais en fait, on est des prolos. On est des prolos. Parce que la classe moyenne a toujours posé un grand problème aux marxistes. La classe moyenne est très énervante. Elle fait chier les marxistes. Il y a un très beau bouquin de Nathalie Quintane que je vous recommande, qui est une auteure contemporaine qui écrit des super livres. Et elle a écrit un petit livre qui s'appelle « Que faire des classes moyennes ?» Et c'était un titre un peu comique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette classe-là, sur laquelle on peut quand même rarement compter en termes d'émancipation sociale et dans les mouvements sociaux. Pourquoi ? Parce que la classe moyenne est toujours un peu tentée de se distinguer du prolétariat. De dire, bah non, on n'est quand même pas des prolos, on est un peu mieux, quoi. Et donc, du coup, la jonction entre la classe moyenne et le prolétariat, elle est un peu improbable. Et c'est dommage parce que ça serait un petit peu le cocktail gagnant. Parce que, évidemment, la classe moyenne est plutôt tenter de se vivre comme, en ascension vers la bourgeoisie. Et comment en vouloir ? Moi, j'ai grandi dans la classe moyenne. Je ne pouvais pas en vouloir à mon oncle, qui était un ouvrier, d'avoir peu à peu, épousé une sorte de mode de vie de petit bourgeois. Je veux dire, il s'était épuisé toute sa jeunesse, voilà, il s'était épuisé à l'usine à faire des roulements à billes. À un moment, il avait accédé hiérarchiquement un petit peu au-dessus. Il avait accumulé du patrimoine à la sueur de son front. J'aurais été malvenu de lui dire, écoute, tonton, en fait, fondamentalement, tu restes un prolo, et ce qui serait bien, c'est que tu t'accointes avec le prolétariat pour faire la révolution demain, jeudi, à 20h30. Donc, il n'y a pas de leçon à donner aux individus. Les individus, ils se démerdent comme ils peuvent. Voilà, c'est compliqué d'être dans le corps social. Mais si je veux faire le bilan un peu plus synthétique et un peu plus général, il me semble que c'est ça. Là-dessus, on peut être optimiste, puisque je pense que de toute façon, il va y avoir une prolétarisation massive de la société. Beaucoup de gens qui actuellement peuvent légitimement se dire de la classe moyenne vont de toute façon être prolétarisés. Ce n'est pas une perspective très joyeuse en soi, mais c'est peut-être une perspective joyeuse pour les mouvements à venir. Je ne répondrai pas toujours aussi longuement, mais là on commence tout de suite sur les classes sociales. Je sors tous mes tubes. Je toujours jouer un peu les tubes en début de soirée, comme ça. Allez. On va alterner sur choses graves, la vie. On va dans le mur avec des trucs un peu plus joyeux. Ouais. Ce qui est beaucoup revenu, vous étiez assez curieux de savoir mais qu'est-ce qui plaît à François Bégodeau, parce que vous êtes très critique. Et je parle notamment des séries. Alors que c'est très dans l'air du temps, on consomme de la série. Et donc, déjà, peut-être donner votre éclairage sur ce que vous critiquez, sur votre analyse sur les séries. Et ce qui est revenu, c'était notamment, on vous demandait les 3 œuvres de fiction qui vous ont le plus marqué, des artistes qui vous touchent, peut-être qui viennent d'un milieu populaire. Il a été fait mention plusieurs fois de Didier Ribon, Annie Ernaux notamment. Donc voilà, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous nous conseillez, qu'est-ce que vous avez à reprocher aux séries ? Je vais pas trop m'attarder sur l'aspect oh là là, il critique tout, il aime rien, parce que, bon, comment dire, j'ai passé des milliers d'heures depuis 20 ans dans les cahiers ou ailleurs à essayer de dire analytiquement la joie que me procurait des dizaines de livres, des dizaines de films, par exemple. Il me semble aussi, ne serait-ce que dans un livre aussi agressif que l'histoire de ta bêtise, il y a des éléments de pensée affirmative. Je fais un moment l'éloge de la fonction publique, je fais l'éloge de la tradition anarchiste. Je dis à quel point
une des raisons qui me lie définitivement à la gauche radicale, c'est que j'ai toujours trouvé qu'au bout du compte, elle est d'une fécondité conceptuelle, esthétique extraordinaire. Extraordinaire. Donc il y a tout un pan très affirmatif et positif dans mon travail. Donc je vais pas m'en défendre. Et je pourrais vous citer tout un tas d'écrivains que j'ai défendus, que je lis, tout un tas de philosophes, tout un tas de chanteurs, de groupes de rock, de tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Sur les séries, ça c'est un truc intéressant. Le sujet en soi n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais et j'en parle que je fais 2 pages dans l'histoire de la Bise là-dessus, mais j'ai écrit par ailleurs dans Transfuge des trucs là-dessus. Mais bon, où c'est intéressant, je crois, c'est un mode de pensée que je crois de moins en moins représenté, et qui pourtant était très très représenté dans les années 60-70, à la grande époque de la philosophie française. Et c'était l'idée que le champ esthétique, comme on dit, c'est-à-dire l'art, on va aller vite, est truffé d'enjeux politiques. Que c'est pas rien, qu'il y a une guerre au sein de l'art, qui est une guerre du goût, qui est sans doute une guerre très luxueuse, qui est un peu une guerre entre bourgeois, donc ça a foutre comme moi, ça je veux bien le croire. Mais c'est quand même, il y a des lignes de front. Il y a des lignes de front. Bon. Et qu'en tout cas, les formes esthétiques ne sont pas inconséquentes politiquement. Bon, il est établi pour tout le monde que chacun aura repéré des cinéastes qui vont épouser la question sociale, et puis d'autres pas du tout. Tout le monde aura bien repéré que Ken Loach est un type plutôt d'extrême gauche qui fait un beau travail depuis 40 ans de recension de la violence sociale perpétrée par le libéralisme. Inversement, on pourra repérer des cinéastes qui visiblement n'ont un peu rien à foutre de la question sociale. Ça les rend pas moins bons, hein. Ça rend pas ces cinéastes moins intéressants. Mais on voit bien qu'il y en a pour qui, bon, on ne pourrait pas dire des cinéastes politiques. Je prends le cinéma parce que c'est un art assez connu, enfin assez mainstream, et que tout le monde pratique d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de montrer comment, indépendamment des contenus des œuvres, les formes elles-mêmes des œuvres, elles portent des affects politiques. Alors ça, c'est plus difficile à comprendre. J'ai beaucoup écrit là-dessus dans les supports qui ont été écrits. Par exemple, je pourrais dire que Loach, qui est, comment dire, pour moi un ami, je veux dire, si je le croisais demain, on irait boire des verres, on aurait plein de trucs à se dire, on vient à peu près des mêmes généalogies politiques, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il peut fabriquer dans ses films, et par contre, ce qui me frappe toujours chez Loach, c'est qu'il utilise, au service d'idées tout à fait radicales et tout à fait subversives et tout à fait transgressives, des formes tout à fait académiques. Des formes tout à fait... Alors, on aurait dit dans les années 60, du temps où cette pensée se développait beaucoup, la pensée des formes esthétiques, on aurait dit, c'est marrant, il fait des films d'extrême gauche dans une forme bourgeoise. Bon. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire une forme bourgeoise ? Je vous passe là-dessus. Alors, par exemple, les séries. Si les séries, vous pouvez dire... on peut choisir de non penser les séries. Il y a une très très bonne façon de non penser les séries, qui est une façon très bourgeoise et centriste, parce que le centriste, en fait, à propos de tout, il dit toujours « ouais, mais il y a du pour, il y a du contre ». Alors, je le dis à un moment dans l'histoire de Tavétis, c'est quoi la pensée centriste, qui est une espèce de non-pensée, qui est la pensée du juste milieu, la pensée du dosage, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, l'école. Alors, c'est quoi la pensée du centriste sur l'école ? C'est bien, c'est super qu'il y ait des écoles, c'est vraiment chouette, quoi, parce qu'il faut apprendre des trucs. En même temps, il y a des problèmes. Et donc, on va essayer de les résoudre. La prison, il en faut. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit super inhumain non plus. Je veux dire, il y a de la surpopulation en prison, il y a des rats dans les prisons de Marseille. On va quand même se mettre tous autour de la table pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rats dans les prisons de Marseille. En revanche, le principe de la prison, quand même, quoi. On ne va pas laisser les pédophiles dehors, il y a quand même un moment, il faut bien enfermer les gens. Voilà, fin de la pensée du centriste. Donc, c'est pas pensé, ça. On peut d'ailleurs partager cette opinion-là. On peut se dire, oui, la prison, il en faut, et en même temps pas trop. Bon. Mais c'est pas pensé. Alors les séries, on pourrait dire pareil, en fait c'est vite fait, hein. Les séries qui ont submergé le monde depuis 20 ans, qui sont devenues la forme dominante, c'est à ce titre-là qu'elles m'intéressent bien sûr, parce que c'est une forme dominante. Moi, toutes les formes dominantes m'intéressent, parce que toute forme dominante est en position de domination. Et tout ce qui est en position de domination, on devrait toujours s'en méfier, dans un beau réflexe de subversion de base. Hein. Donc c'est la forme dominante. Moi j'appelle ça un fait anthropologique majeur. Les séries, ça fait quand même 25 ans que c'est apparu, c'est devenu quelque chose d'énorme. Je veux dire, et c'est pas rien, c'est pas une vue de l'esprit d'intellectuel, hein. C'est vraiment des heures dans la vie des gens.
beaucoup d'heures dans la vie de tout un tas de gens. Ici même, je suis sûr que vous êtes nombreux à consommer de la série. Bon, alors on pourrait dire, bon, alors c'est une forme dominante, bon, et puis, eh ben quoi, eh ben, comme dirait Didier Super, il y en a des biens. Alors à chaque fois que moi je fais un peu mon ronchon sur la forme série et que j'essaie de promouvoir une pensée qui vise une synthèse sur qu'est-ce que c'est que la forme série, j'entends toujours autour de moi d'abord, oui, mais bon, il y en a des biens. Et de citer évidemment The Wire et évidemment les 3 ou 4 chefs-d'œuvre qu'aura produit ce genre depuis son avènement. Et je suis bien d'accord, j'aime bien The Wire aussi par exemple, et puis 2 ou 3 autres. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Moi, ce que je pose, c'est que la forme série telle qu'elle est, voilà, c'est une forme, elle a d'ailleurs été très très vite standardisée, hein. Elle a été très très vite académisée. C'est incroyable comment cette forme a très très vite, s'est resserrée sur des canons à peu près incontournables. On va fonctionner par saison, lesquelles saisons seront donc divisées en 12 ou 10, de 12 à 18 épisodes, en gros, quoi. Lesquels épisodes feront 50 minutes, parfois 25, parfois 40, enfin en gros c'est ça. Et surtout, ce qu'on constate dans toutes les séries, c'est que notamment, il y a des impératifs qui sont un cahier des charges des scénaristes de séries, qui est une espèce de production industrielle, qui est que vous ne devez jamais faire des scènes qui font plus d'1 minute et demie. Il y en aura bien sûr, hein. À chaque fois, il y a des exceptions. On peut dire, oui, moi je me souviens, dans machin, il y avait une scène à un moment qui faisait 3 minutes. Oui, très bien, sauf que vous verrez, c'est chronomètre en main, il y a un impératif que ça aille vite. Je crois qu'on pourrait détailler, je ne vais pas épiloguer parce que ce n'est pas le sujet du soir, mais on pourrait détailler ce qu'est la forme standard de la série, qui est une forme vraiment qui se reconduit de série en série, et oui, je pose qu'elle est parfaitement ajustée, alors, petit a au mode de vie libéral, petit b à l'individu libéral, petit c au flux libéral. Le grand point commun entre le mode de vie libéral qui a submergé la planète, soutenu par la production capitaliste. Moi, c'est la différence que je fais entre le capitalisme et le libéralisme. Le capitalisme, c'est un système de production. Et le libéralisme, ce serait un petit peu, disons, le résiduel anthropologique que produit ce système de production dans lequel nous sommes tous. Donc il y a un individu libéral, hein, il y a presque un métabolisme libéral. Le métabolisme libéral, qui est tout en flux, hein, qui est tout en vitesse, tout est fait pour que ça ait du flux. Parce que le flux, c'est quoi? C'est le consommateur qui avance dans une guerre commerciale. Il faut que ça circule, parce qu'il faut qu'il passe devant un maximum de vitrines en 2 heures. C'est ça l'épicentre même de la geste libérale, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on circule beaucoup pour qu'on consomme beaucoup. Bon. Là, l'esthétique de la série, c'est une esthétique du flux. C'est-à-dire que ça file, ça glisse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive à regarder ça dans des états de fatigue avancés. On a tous cette expérience-là. On rentre chez soi à 20h. Si on a encore un vague attachement à cette espèce de vieille baderne, qui est un art magnifique et même en mourant qui s'appelle le cinéma, on va se dire, tiens, je regarderais bien un film. Et puis en fait, on est trop crevé. Donc on va plutôt regarder une série. Comment ça se fait qu'on n'est pas en demeure de regarder un film et qu'on va plutôt se mettre à regarder une série? Bon, c'est une question de conditionnement, voilà. Mais pas que. Je pense que c'est parce qu'on se juge trop fatigué pour regarder un film. C'est donc qu'on admet, on postule implicitement qu'il faudrait plus de concentration pour un film que pour une série. On sait bien qu'une série, on peut la regarder. Ça passe, quoi. Ça passe et c'est du flux, et on bouffe de la saison, et on bouffe de l'épisode, et on bouffe des scènes. Et puis s'il y a une scène qui nous emmerde à un moment, on sait bien qu'elle va durer 1 minute, et que, tiens, le personnage B, parce que c'est aussi multi-personnage, hein, évidemment, à chaque fois il y a 10 personnages qui s'entrecroisent, parce qu'au cas où il y aurait le personnage A qui nous fait chier, on sait que le personnage B nous amuse bien, le personnage C on l'aime moyen, on va retrouver le personnage E dans la scène 5, voilà, parce que c'est construit comme ça. Donc oui, ça ne disqualifie pas totalement, 1, les séries, et 2, les gens qui les regardent, parce que sinon je me ferais beaucoup d'ennemis, mais quand même, j'aimerais qu'on mesure à quel point, c'est incroyable, on dirait que cette forme série, d'ailleurs, elle a été pensée pour se glisser et s'encastrer dans le mode de vie, dans le quotidien que nous donne le fait d'être pris dans le capitalisme et son reliquat libéral. Elle a été conçue pour ça, et c'est pour ça qu'elle marche très très bien. Je veux dire, elle est parfaitement ajustée à ce que le système fait de nos corps. Voilà. Et notamment, le système fait de nos corps quelque chose de très inquiétant pour un littéraire. Parce que c'est quoi lire un livre? Lire un roman, moi je fais des romans, hein, c'est-à-dire des livres longs.
C'est quoi lire un livre? C'est casser le flux pendant 10 heures. C'est ça, lire un livre, c'est pas autre chose. Alors après, vous lisez ce que vous voulez, c'est pas le problème. Vous pouvez lire du Guillaume Musso ou du Emmanuel Carrère, peu importe. C'est toujours casser le flux pendant 10 heures, ou 8 ou 12. Bon, alors est-ce que nous avons encore des corps qui sont capables de casser le flux? Voilà ma grande inquiétude, parce que je vois bien, j'en parlais récemment avec des amis IES très lectrices, et qui par ailleurs ont 45-50 ans. Je le précise parce qu'elles viennent comme moi de l'ère d'avant. Elles ont grandi sans Internet, sans le portable, sans Facebook. Et bien elles-mêmes me disaient qu'elles avaient de plus en plus de mal à lire, sans quand même de temps en temps être un peu tentées d'aller un peu regarder sur le téléphone s'il n'y aurait pas un message Facebook qui arrivait ou autre chose, quoi. Je me disais, mais si elle, qui a vraiment grandi dans la littérature, dans la lecture, qui est prof, si même elle dit ça, alors qu'est-ce qu'il peut en être de gens qui n'auraient pas cette espèce de socle, ou qui ne viendraient pas du monde, qui ne viendraient pas d'une époque antérieure où on n'était pas complètement pris par le flux. Voilà. Je vais rajouter quelque chose. Aux séries, on peut aussi ajouter peut-être critique au sujet des jeux vidéo, qui capte beaucoup. Il y a eu ce week-end, je crois, un concours mondial de jeux vidéo et des professionnels du jeu vidéo, et il y en a qui proposent même d'en faire maintenant dans les Jeux Olympiques, de mettre ça aux Jeux Olympiques. Ça, c'est absolument un truc de fou, quoi. Je m'en amusais dans mon roman précédent qui s'appelle En guerre, à un moment, un personnage d'ouvrier, d'ailleurs viré à cause d'une délocalisation, commençait à tomber dans l'enfer des paris sur Internet. Et ça allait le rendre dingue, et à un moment il se mettait beaucoup à regarder des vidéos de e-sport, c'est-à-dire du sport sur console, enfin bon. Oui, voilà, évidemment, les jeux vidéo, je les mettrais un petit peu dans la même charrette, mais après, il faut bien mesurer ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait cette analyse politique et sociale ou anthropologique d'une forme que ça vaut mépris pour les gens qui en auraient l'usage. Moi, jamais j'irai mépriser des gens qui jouent aux jeux vidéo. Je pense que d'ailleurs, tout ce qui procure de la joie est toujours intéressant quand même. Mais le ne change rien, de toute façon. Oui, mais c'est intéressant de le préciser, quand même, parce que parfois il y a des accents méprisants dans une certaine analyse sociale ou dans une certaine gauche critique, et je crois que c'est pas comme ça qu'on se fera des amis, puis en plus de toute façon c'est une posture que je n'aime pas. On n'est pas là pour mépriser les goûts, les gens font ce qu'ils peuvent et ils trouvent leur plaisir là où ils peuvent. Bon. Je ferai quand même un tout petit bout, alors là ça n'intéresse que moi, entre les jeux vidéo et les séries, c'est que j'ai rarement entendu que les jeux vidéo étaient du grand art. Ça se dit un peu, et d'ailleurs je pense qu'il y a des jeux vidéo qui procèdent dans leur création même de l'art. Bien sûr, absolument. Il y a même des jeux vidéo beaucoup plus impressionnants que certains films. Mais ça se dit beaucoup moins que, inversement, que les séries, c'est vraiment de l'art. C'est une forme qui a supplanté le cinéma esthétiquement. Ça, je ne crois pas du tout. Ça, je pense que c'est pas un genre très passionnant esthétiquement. Oui, donc voilà, j'ai parlé pendant 10 minutes d'un truc que j'aime pas, et donc je passe par là. Maintenant, je fais un petit truc un peu plus... vous avez parlé des phrases un peu creuses, les banalités, là où on prend pas position, assez centriste, notamment sur l'école. Et vous dites, vous abordez votre suggestion d'abolir l'école obligatoire. Ça m'a pas mal intrigué, je veux bien que vous nous fassiez un petit laïus. Ce qui est étonnant, c'est que... Ce qui est étonnant, c'est que ça vous ait intrigué. Voilà, c'est ça, on pourrait partir de là. C'est-à-dire que c'est très étonnant l'école parce que c'est grand objet de discussion l'école, grand objet d'hystérie l'école, et notamment en France pour des raisons qu'on pourrait expliquer. L'école chez nous fait partie du roman national. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un pilier de la République. C'est pour ça que discuter de l'école, c'est discuter de la République, quoi. Bon, donc d'où énervement, agacement. Beaucoup d'hystérie, beaucoup d'insultes, je sais de quoi je parle. Mais il y a quand même quelque chose de commun à peu près 99,9% des belligérants, de ceux qui s'opposent, qui pourraient se tuer les uns les autres parce qu'ils appartiennent à tel courant, pédago-républicain, enfin tout un tas de trucs comme ça. C'est quand même qu'ils ne remettent pas en cause l'existence même de l'école. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que quand vous pensez une institution, vous devriez toujours passer un moment dans votre réflexion par la case, mais cette institution doit-elle être conservée?
Or, c'est une case par laquelle passent très peu de gens. Alors, il y a des éminents philosophes, penseurs, écrivains qui, eux, sont passés par cette case-là. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont absolument redoutables et hyper passionnants. Et exemplairement, Ivan Illich, très peu lu, hélas, que je recommande, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Une société sans école ». Alors, vous allez voir, ça c'est béton, ça c'est de la pensée. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais alors ça c'est de la pensée. Bon, alors après, moi étant fils d'enseignant, j'ai longtemps souffert du... J'allais presque appeler ça le syndrome de Stockholm. Mais en fait, c'est plus un effet d'habitus qui fait que quand vous grandissez parmi des profs, en plus tous les copains de mes parents étaient profs, j'adorais tous ces gens, ils étaient sympas, ils étaient de gauche, on faisait des pique-niques, enfin, j'ai adoré grandir parmi ces gens qui d'ailleurs inventaient une sociabilité assez adossée au Parti communiste et qui était presque du communisme immédiat réalisé. Donc j'ai connu ça, et c'était beau, et c'était des chouettes gens, et mes parents compris. Il est compliqué, quand vous grandissez là-dedans, de vous retourner contre la machine. Il a été compliqué, tant que j'étais prof, de pousser ma critique de l'institution jusqu'à l'hypothèse de sa suppression, puisque ça aurait consisté à dire que je me retournais contre l'institution qui me nourrissait. Et ça, c'est très compliqué. Ça, vous savez, c'est le syndrome des ouvriers du nucléaire. Moi, j'aurais jamais jeté la pierre. Quand on commençait à aller un peu les faire chier au moment de la prise de conscience écolo, il arrivait qu'on aille faire le coup de poing, je dis en tout cas cette tradition, disons, d'écologie radicale avec les ouvriers du nucléaire en leur disant vous êtes vraiment du côté de la saloperie. Moi, j'aurais pas fait ça, quoi. C'est compliqué d'aller demander à un ouvrier de dire vas-y, démissionne et puis trouve un autre job, trouve un truc écologique et durable. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué pour des raisons profondes. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué de se retourner contre, de mordre la main qui vous nourrit. C'est très compliqué. Anthropologiquement, je dirais presque, ou psychosociologiquement, si vous voulez. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve mon propre cas, où je pense que ma pensée sur l'école s'est beaucoup radicalisée à partir du moment où j'étais plus enseignant. Parce que précisément, j'avais une espèce de latitude comme ça, qui fait que je n'avais pas l'impression de non seulement cracher dans la soupe, mais c'était même pas cracher dans la soupe, ça veut dire retourner l'assiette, quoi, et retourner la soupière et tout le reste, et la cuisine. Donc, c'est assez normal. Après, je continue à m'étonner que ne soit pas posé sur la table. Moi, c'est une chose qui me paraît évidente, et là, pour le coup, je peux dire que je l'ai vécu. Je parle beaucoup de choses parfois que je n'ai pas vécues. C'est une déviance intellectuelle majeure. L'école, je l'ai vécu. D'abord, je l'ai vécu comme élève. Et j'aimais pas beaucoup ça déjà comme élève. Et puis après, je l'ai vécu comme prof. Et alors après, je le racontais aussi dans Deux singes, c'est-à-dire mon expérience originelle, disons, matricielle de ma pensée sur l'école, c'est quand, comme prof, je me suis retrouvé très tôt devant une classe dont j'avais craint une seule chose avant d'y aller, comme beaucoup d'enseignants, c'était j'avais peur qu'on me bordélise. C'est la peur des jeunes enseignants, et elle est tout à fait légitime. Le jeune enseignant qui va pour la première fois enseigner, il pense qu'à ça. Il ne veut pas être bordélisé. C'est bien normal. Bon, j'avais cette peur, je fais mes premiers cours, ah tiens, je ne suis pas bordélisé. Pour 1000 raisons, peut-être que je suis tombé sur des bonnes classes, peut-être que je ne m'y prenais pas si mal, peut-être que l'établissement était relativement cool, c'est une espèce de gros machin à Dreux, en banlieue, mais très polyvalent, bref. Or, je vois bien que je ne suis pas content. Mon corps, il faut toujours partir de son corps, le corps n'arrête pas de nous parler, donc il faut l'écouter. Mon cerveau était content. Mon cerveau se disait « Ah, c'est cool, je ne vais pas être bordélisé, donc en fait, ça va être cool d'être enseignant. » Donc non seulement je vais pouvoir gagner ma vie, mais en plus, le boulot ne sera pas trop chiant, quoi. J'aurais dû faire youpi, ouvrir le champagne, me le servir à moi-même. Mais mon corps n'était pas de la fête, quoi. Mon corps n'avait pas envie de festoyer. Alors, je l'écoutais pas bien. J'étais tellement tout à ma joie cérébrale d'entrer dans ce métier sous de bonnes auspices que... Mais je l'ai très vite écouté, mon corps, parce que ça, c'est un réflexe que j'ai beaucoup développé. Écouter son corps. Et j'ai compris ce qui n'allait pas. J'ai compris... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas que je sois en train de parler à ces 25 gamins de seconde
rebeu, noir, blanc, il y a un peu de tout dans ce lycée. Moyen, quoi, la France. La France de la classe moyenne, un peu prolo. Il m'écoutait, hein. Enfin il m'écoutait, il mouftait pas. Et c'est ça qui m'allait pas. C'est-à-dire que je voyais, ça va pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ce théâtre bizarre? Ils sont venus là, sur l'emploi du temps, c'était écrit « Allez en salle 223, cours de français ». Et là, moi j'avais décidé qu'on parlerait de Molière. Bon, qu'est-ce que c'était que cette drôle de scène, quoi? Qu'est-ce que c'était que cette scène où j'étais en train de parler de Molière à des gens dont on pouvait être à peu près sûr que, aussi sages semble-t-il, ils seraient partis dans la minute s'il leur avait été possible de partir. C'est-à-dire que la seule vraie raison pour laquelle ils étaient là, c'était pas le désir de savoir, c'était pas le désir d'apprendre, c'était pas le désir de s'émanciper, c'était pas le désir de Molière, c'était que c'était obligatoire. Comment voulez-vous constituer une scène d'apprentissage et d'émancipation digne de ce nom quand elle est complètement organisée sur ce nœud de base qui s'appelle l'obligation à y être? Moi, je ne connais pas d'émancipation dans l'obligation. Ce qui ne veut pas dire que l'émancipation ne soit pas un travail. Hein. L'émancipation, c'est toujours un travail. Il y a toujours de l'effort, mais il y a de l'effort désirant. L'effort désirant, là, il n'y a pas de désir. Je veux dire, on a décrété que... comment dire? Petit A, l'école, essentiellement, un lieu où on devrait apprendre des choses. Petit B, nous savons bien qu'on n'apprend jamais sans désir. Petit C, se trouvent à l'école des gens qui n'ont pas désiré y être. Faites la synthèse entre A, B et C, on n'apprendra jamais rien à l'école. Et on n'apprend rien à l'école. On n'apprend rien à l'école. On s'abrutit de connaissances, d'informations. On recrache dans des interros qui seront monnayés en notes, lesquelles notes seront monnayées en diplômes, lesquels diplômes seront monnayés en travail. C'est à ça qu'on a affaire. Je veux dire, tout le reste est littérature. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas penser l'émancipation, l'éducation populaire, sans se débarrasser absolument de ce vice de forme, de ce péché originel qu'est l'obligation. Il y a plein d'autres choses à dire sur l'école, hein, mais c'est à ce titre-là que je suis pour la suppression de l'école obligatoire. Je ne suis pas du tout pour la suppression de ce que j'appellerais un service public d'émancipation, dont on pourrait avoir l'usage sur le mode du volontariat et du désir, ou du ressenti d'un besoin impérieux, comme on a l'usage de l'hôpital. L'hôpital public, c'est un truc où vous allez, personne ne vous force jamais à y aller, sauf aux circonstances un peu particulières. Vous y allez parce que vous sentez que vous en avez besoin. Vous avez besoin. Vous vous sentez mal, vous venez d'être guéri. Bon. Et puis, ce qui est génial avec l'hôpital, c'est qu'en général, vous y entrez malade, vous en sortez plutôt moins malade que vous y étiez. C'est pas exactement le cas de l'école. Il n'est jamais établi que... Ça, on parle beaucoup du malaise des profs. Bon, je vais dire un truc violent, hein, mais... Quand j'entends des profs parler eux-mêmes de leur malaise et le nommer et l'analyser, bon, je vais hein. J'entends un prof parler de son malaise. Alors parfois, il m'arrive d'en croiser, j'en ai plein, j'ai des potes profs, tout ça. Et à chaque fois qu'ils me parlent de leur malaise et qu'ils le nomment, je fais ça. Non, tu te trompes sur toi-même. Donc ça, c'est mon côté un peu Jésus, c'est-à-dire que je sais parfois mieux que les gens. Voilà. Non, mais ils se trompent sur leur malaise. Le malaise, c'est celui que j'avais ressenti ce jour-là en 98 à Dreux. C'est ça le malaise. C'est le malaise que ressent le corps devant la fiction, la fable dans laquelle on le met, qui est la fable de l'apprentissage dans un périmètre qui n'est pas fait pour l'apprentissage. C'est ça le fond du malaise. Après, il y a des malaises collatéraux, des malaises contingents absolument audibles et que j'entends en tant que solidaire de toute revendication salariale, à savoir le malaise par rapport aux réformes bancaires, d'inspiration autoritaire, libérale, le malaise par rapport au manque de moyens, le malaise par rapport à tout un tas de choses. Tous ces malaises ne sont pas, je ne les balaye pas du revers de la main, pas du tout. Ils sont effectifs et les profs ont bien raison d'essayer de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Mais le malaise des malaises, il tient à la structure même de l'institution et à sa structure depuis 1885. Je suis contente de l'avoir invité. On peut réagir, préciser quelque chose. Oui. C'est l'instruction qui est obligatoire. Exactement. Voilà.
Mais oui, mais... Il y a moyen de faire un peu autrement, mais c'est assez... Tout à fait. D'ailleurs, je viens de tourner un documentaire où à un moment il est question de la déscolarisation et d'une famille qui a déscolarisé ses enfants. Et l'enfant lui-même rappelle bien devant la caméra que c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est bien l'instruction. Sauf que ça c'est intéressant à analyser parce que vous voyez, c'est la puissance du corps social sur nous-mêmes, la puissance du corps social sur nos corps, la puissance de ce que Lordon appellerait les institutions sur nos corps. Comment on est affecté par l'environnement social dans lequel on vit. Bien sûr, nous pouvons tous savoir que l'école n'est pas obligatoire et que c'est simplement l'instruction et que ce titre-là, on pourrait faire l'école à la maison, le unschooling, il y a tout un tas de variantes. Et c'est un mouvement qui est en train de se développer et je l'accompagne. Mais en fait, on y va. Il se trouve que nos corps vont à l'école. Je veux dire, il est profondément établi et ancré en nous et vissé qu'il faut aller à l'école parce que fondamentalement, c'est plutôt bien d'y aller. C'est plutôt mieux. On sait que c'est un peu la merde, on sait que c'est pas évident, on sait que beaucoup d'élèves s'y ennuient, on sait que l'école n'est pas égalitaire, on sait qu'il y a du tri sélectif, on sait qu'il y a de l'humiliation, on sait qu'il y a du harcèlement, mais globalement, c'est quand même bien d'y aller. Il faut mieux y aller que pas y aller. C'est quand même à ça qu'on a affaire, et c'est pas effectivement les 20 000 personnes en France qui actuellement ont pris la décision de la déscolarisation de leurs enfants qui changeront la donne. Il y a cette idée, ce préalable que quand même, en dernière instance, l'école, c'est plutôt bien. Voilà. Tant qu'on sera là-dedans, la même merde continuera et le libéralisme prospérera totalement en récoltant les bénéfices de cette formidable machine à trier les salariés et surtout cette formidable machine à préparer les corps à la discipline du travail. L'école est obligatoire aussi parce que justement il y a la contingence de fait d'être salarié et que tu n'as pas le temps. Plein de gens de tuer ton enfant ou de tuer. Oui, tout à fait. De toute façon, alors ça, c'est là-dessus qu'Illich parle dans Une société sans école. Il remet vraiment l'école dans un ensemble capitalo-industriel. C'est pour ça que son livre est très très vaste. Son titre est presque trompeur et montre bien que l'école est complètement congruente. Elle est d'ailleurs coïncidente dans son avènement. Historiquement, il faut faire de l'histoire toujours. L'école naît dans les pays modernes, puis après dans les autres, au moment de l'avènement du capitalisme industriel. Et vraiment, c'est purement coïncident. Le capitalisme industriel en France, c'est 1870-1880. C'est à partir de ce moment-là que vraiment la France s'industrialise et prend vraiment, après avoir eu des résistances par rapport au virage capitaliste industriel, avoir longtemps cultivé un capitalisme rural, agraire, c'est à ce moment-là. Et c'est là qu'on crée l'école, pour soutenir l'effort industriel et par ailleurs pour soutenir l'effort de guerre. Ce qui est encore un truc pas reluisant quand même à se dire par rapport aux origines de l'école. Oui, donc il est tout à fait arrangeant que l'État ait pris en charge la garde des enfants pour rendre productifs les parents. Bien sûr, ça permettait de rendre des corps, deux corps d'un coup d'ailleurs, la femme comprise, ils allaient pouvoir aller se consacrer des heures et des heures et des heures à la production, quoi. Donc ça accompagnait une espèce de grand boom de la production industrielle. C'est des grandes des options de croissance qui ont été prises notamment à ce moment-là, quoi. Donc l'école a toujours été, un jalon ou un boulon, plus qu'un boulon, absolument indispensable et essentiel dans l'édifice capitalisto-industriel. Et puis à l'école, on nous apprend aussi la hiérarchie d'obéissance et l'instruction obligatoire en France. On est à peine 10 ans après la Commune de Paris, donc c'est aussi dans une logique de mettre au pas un peu... Il y a trois choses qui ont été décidées par cette magnifique Troisième République pour exorciser la Commune. Parce que la Commune a fait une immense peur aux bourgeois. Les gilets jaunes à côté... Vous voyez un petit peu la peur que les gilets jaunes ont procuré aux bourgeois, la peur que les communards ont procuré à la bourgeoisie, c'était centuple. Et ils leur ont fait payer, comme on sait. Alors il y a eu... Et en fait, on peut très bien lire l'édification de la Troisième République et de toutes les années qui vont suivre comme fondamentalement mue par plus jamais la Commune. Alors il va y avoir un exorcisme officiel de type rituel, c'est la construction du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur a été un monument pour conjurer la Commune, pour l'exorciser, pour, en gros, que la France se fasse pardonner sa déviance communarde à Dieu, elle qui a été la fille aînée de l'Église. Et puis
Et puis, il y a deux choses qui vont être créées pour conjurer de la même façon la commune, c'est l'école, et puis c'est la Troisième République elle-même, hein, c'est-à-dire la République, les institutions républicaines mises au point après le Second Empire. Thiers et ses copains ont réfléchi très vite à comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on puisse absorber une demande démocratique montante, dont la commune n'était qu'un exemple parmi d'autres, sans pour autant bien sûr subir les écueils de la démocratie. Vous pensez bien qu'une classe dominante minoritaire n'a jamais intérêt à la démocratie, évidemment. Puisque si la démocratie avait lieu, de facto, les minoritaires seraient mis en minorité pour de vrai. Et donc, Thiers et ses copains réfléchissent. Il faut écouter Henri Guillemin là-dessus, qui est passionnant, l'historien dont vous pouvez voir des conférences sur Internet. Thiers se dit, il faut donc un semblant de démocratie, mais qui n'en serait pas. Donc on va faire un peu comme en 89, mais en mieux, on va inventer, on va réhabiliter totalement, on va appeler ça la République, et ça sera ce qu'on appelle la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est génial parce que ça porte le nom de démocratie, donc on a l'air quand même un peu d'avoir assimilé quelque chose comme une demande démocratique qui émerge de la société, bon, évidemment en capturant immédiatement l'objectif démocratique dans la représentation. On sait bien que la représentation, c'est là que se noie la démocratie. Donc c'est là que s'invente notre système dans lequel on est encore, à savoir une espèce d'illusion comme ça de pouvoir donné au peuple, qui évidemment ne fait qu'organiser la persistance du pouvoir de la minorité bourgeoise. Je crois que vous êtes prêts pour lui poser des questions. Je finis sur une petite dernière pour que vous finissiez de cogiter. Alors, c'était sur l'écriture. Quel est l'endroit qui vous donne le plus envie d'écrire? Alors, chez vous, un café, un espace de coworking, une Startup Nation? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'espace de coworking. J'aime bien. En général, on boit un thé vert. Et on se met au boulot et on est en co-construction, c'est-à-dire qu'on fait des brainstorming parce qu'on croit vraiment à l'intelligence collective et puis c'est important. En fait, ce qui nous manque en France, c'est l'innovation, c'est d'être proactif. Et là-dessus, la France a du retard. J'étais hier à Shanghai et voilà, c'est ma réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro déjà. Oui, excusez-moi, juste je voulais faire d'abord une remarque sur ce qui a été dit sur les jeux vidéo par rapport à l'e-sport. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important puisque il y a eu des études qui ont été faites. Maintenant, on sait aujourd'hui que les jeux vidéo augmentent les réflexes, que les joueurs fréquents de jeux vidéo qui s'entraînent régulièrement ont des meilleurs réflexes que la moyenne commune. On sait qu'il y a aussi une meilleure capacité de réflexion. Et après, quelque chose que j'ai remarqué, donc, qui n'est peut-être pas prouvé scientifiquement, mais dans ma fratrie en tout cas, entre mes parents et moi, qui sommes le plus capable de prédire l'intrigue qui va être le méchant quand c'est pas forcément évident. C'est nous, parce que dans les jeux vidéo, il y a quand même souvent ça, le retournement de situation qui est un peu grossier dans les jeux vidéo pour enfants, on va dire, mais qui prépare déjà à ça, et c'est vrai qu'il prépare déjà, à mon avis, à une certaine part d'esprit critique. Et au niveau de l'e-sport, je vais parler du jeu auquel je joue, qui est Pokémon, qui n'est pas vraiment un jeu d'e-sport, mais qui est un jeu de réflexion, en tout cas, qui je trouve peut-être aussi intéressant que les échecs, et qui aujourd'hui, alors que je suis peut-être à 400 heures de jeu sur les simulateurs, tout ça, je ne maîtrise pas encore tous les codes, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas si bête. Et puis après, dans la construction de l'histoire, si on prend ne serait-ce que la série The Legend of Zelda, qui n'est pas forcément connue pour sa richesse narrative, on peut décortiquer beaucoup plus loin sur la signification de l'enfance, tout ça, qui ne sont pas forcément effectivement des enjeux de classe, mais peut-être des enjeux beaucoup plus philosophiques, mais qui sont très bien construits, voire même mieux que dans certains romans ou dans certains essais philosophiques. Aussi par rapport à Guillemin, j'ai été assez d'accord de le conseiller jusqu'à très récemment, mais en re-regardant sa conférence sur Voltaire et en parlant avec un copain qui fait des études d'histoire, on en a convenu qu'il avait quand même une analyse qui était toujours là pour aller de son côté, c'est-à-dire le côté de gauche, bon, qui est le mien aussi, mais c'est vrai qu'il faut avouer qu'on a fait des saloperies à gauche. Et pour lesquels
Non, moi non plus, mais on va dire... non, mais c'est vrai qu'il a quand même certains penchants. Et après, je voulais revenir aussi sur ce que vous aviez dit, bon là, beaucoup sur du fond, et pour revenir sur le politique directement. Premièrement, sur les classes, en fait, la bourgeoisie et le prolétariat, on a une définition, je trouve, de la bourgeoisie qui est de plus en plus pervertie, justement par la classe bourgeoise. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de la bourgeoisie par rapport au capital, sauf que, par exemple, on voit les joueurs de foot ou les gagnants du loto sont des gens très riches. Bon, les joueurs du loto, c'est peut-être très éphémère, mais les grands sportifs avec des guillemets, sont en tout cas des gens qui ont, eux, un capital économique énorme sur le long terme en général, ou au moins sur le moyen terme, et qui ne sont pas reconnus par la classe bourgeoise. Alors que par exemple le patron de TPE-PME va être très défendu par la classe bourgeoise, puisque la classe bourgeoise telle qu'elle est définie par Marx, et je trouve que la définition est tout à fait juste, c'est celui qui détient les moyens de production. Et donc le prolétaire peut être plus riche que certains patrons. Le patron d'une PME peut être beaucoup moins riche qu'un prolétaire qui va avoir des fonctions dans l'entreprise. Et là, je rejoindrai ce que dit Frédéric Lordon dans Capitalisme, Désir et Servitude, où il explique la hiérarchisation du capitalisme et donc la disparition des classes, puisque dans la nouvelle entreprise, il y a une hiérarchie, enfin c'est ce qui est affiché tout du moins, et donc on a une disparition de la bourgeoisie, et je trouve que c'est intéressant de remettre ça, puisque effectivement, justement, par rapport à la classe moyenne, vous avez beaucoup parlé de classe moyenne, et je trouve que c'est quelque chose... Pas trop en même temps, parce que je suis vieux. Là, déjà, moi j'ai de quoi répondre 8 heures là. Donc, non, mais c'est vrai que c'est important, je trouve, de parler. Mais c'est la seule chose que je veux dire, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, et la classe moyenne n'existe pas. Et voilà, parce que je vais m'arrêter là. Non, mais je plaisante qu'à moitié, mais c'était aussi. Non, mais c'est vraiment aussi pour que je puisse me. Petit 1, Henri Guillemin, bien sûr, discutable, mais comme tout. Et ce que j'aime bien chez Guillemin, au moins, c'est qu'il ne fait pas semblant d'être neutre. Moi, je déteste la prétention à la neutralité. Un historien n'est pas neutre. Il a des prérequis, il a des options de tempérament subjectives. Il choisit des objets de recherche plutôt que d'autres. Il va les angler de telle ou telle manière. Après. Bien sûr, s'il fait son travail d'historien bien, il va essayer d'objectiver un minimum ses options subjectives. Mais il y en a toujours, et j'aime bien qu'elles s'affichent. Moi, j'aimerais bien. D'ailleurs, je militais beaucoup pour que les profs eux-mêmes affichent leurs idées politiques en début d'année. Moi, je déteste l'illusion de la neutralité républicaine. La neutralité, ça n'existe pas. Puis d'abord, la neutralité, c'est la mort. Hier soir, il y a déjà un Noiriel ici, c'est exactement ce qu'il a dit. Oui, mais je l'ai déjà entendu, Noiriel dire ça, et ça ne m'étonne pas de lui, et j'adhère totalement. Et d'ailleurs, je pense que les historiens dignes de ce nom n'ont jamais fait mystère de leur subjectivité. Ça fait partie même du travail d'honnêteté historique que de se prendre soi-même comme objet en tant que sujet historien en train de raconter l'histoire d'une certaine manière et pas d'autre. Et donc voilà, Guillemin, il apprend ou à laisser par moment. Voltaire, par exemple, oui, je me souviens de sa conférence sur Voltaire, enfin, il déteste Voltaire. Donc en fait, il y a une option chez lui. Oui, bon voilà, et il déteste Napoléon aussi. C'est une espèce de charge énorme et sans doute qui mériterait beaucoup de contrepoints. Donc il faut écouter plein d'historiens. Sur le jeu vidéo, on va pas parler de jeu vidéo en soi, mais c'est intéressant méthodologiquement, je dirais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai évidemment aucun mépris pour ceux qui jouent. Deuxièmement, bien sûr, je ne méconnais pas que ça stimule sans doute des facultés cérébrales et d'autres facultés, bien sûr, comme tous les domaines en fait. Tout nous stimule en fait. Même, vous pourrez peut-être envisager que regarder une série de temps en temps nous stimule un peu. Je veux dire, c'est peu compliqué à admettre, mais... En revanche, je prends un truc sur le fameux développement de la réactivité et de multiplication des réflexes. Je pourrais m'en réjouir comme ça. Moi, je veux dire, c'est toujours bien d'avoir plus de réflexes que moins de réflexes. Mais ça me paraît tellement coïncident avec ce qui est maintenant la demande majoritaire du capitalisme faite à ses employés que... qu'on retombe un peu sur nos pieds quand même, que le jeu vidéo et les facultés que censément, et je veux bien le croire, il développe, sont des facultés parfaitement solubles dans, disons, l'éthos de l'entreprise libérale, c'est-à-dire dans ce qu'on demande à un salarié, c'est-à-dire réactivité, rapidité, fluidité, mobilité, changement de poste tous les 3 jours, évidemment dans une carrière on fera maintenant 15 métiers, c'est pas comme avant, les mecs faisaient la même chose pendant 40 ans, blablabla, c'est ça qu'on entend quand même dans le capitalisme. Donc je me dis, soyons critiques jusqu'au bout. Est-ce que ces aptitudes-là, est-ce qu'elles sont tellement désirables que ça ?
la multiplication des réflexes, l'ultra-rapidité. Est-ce que la lenteur, ça ferait pas du bien de temps en temps? Est-ce que par ailleurs, d'être un peu moins surstimulé par tout un truc et d'avoir de capacité de temps en temps de se concentrer sur une seule chose, regarder un arbre pendant 1 heure, voilà. Regarder une phrase de Flaubert pendant 1 heure, regarder sa compagne ou son compagnon pendant 1 heure, voilà, des conversations. Bon, à ce titre-là, le jeu vidéo a sans doute autant de qualités qu'il a de défauts, comme à peu près tout, y compris des choses que je peux aimer, mais je ne suis pas sûr qu'il soit une niche de subversion par rapport au flux général. Je ne suis pas sûr. Et par ailleurs, il est une forme dominante. Et à ce titre-là, en fait, tout irait bien, et j'aurais beaucoup moins mal au dos que je n'ai, je serais moins tendu, si, en fait, j'avais l'impression que notre société donne à chacun la possibilité, en fonction de tout un tas d'affinités, de pentes affectives, d'épouser telle ou telle forme de divertissement, de loisir, de culture. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des formes hégémoniques. Et globalement, 90% des gens qui jouent aux jeux vidéo assidûment ne peuvent pas décemment dire qu'ils ont choisi de jouer aux jeux vidéo. Ils n'ont pas choisi de jouer aux jeux vidéo. Ils sont tombés dans un monde social où le jeu vidéo était presque une proposition impérieuse. Voilà, et c'est ça l'hégémonie, c'est ça le problème de l'hégémonie, parce qu'un monde parfait, ça serait un truc super, et ça a l'air d'être ton cas. Par exemple, je te tutoie parce que tu pourrais être à l'âge de mon petit-fils. Je respecte les gens qui ont des cravates, tout le temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de cravates ici, je trouve que c'est un manque de respect pour moi, tout simplement. Bien sûr, le monde super, ça serait un monde qui visiblement ressemble un peu à ton quotidien, et je t'en félicite, et je ne sais pas comment a pu se produire ce miracle, mais on peut être disponible à Frédéric Lordon, être disponible à Henri Guillemin, être disponible aux jeux vidéo, et ça fait une belle journée. Effectivement, moi je souhaite à tous les lecteurs de Frédéric Lordon de jouer un peu aux jeux vidéo de temps en temps, ça leur ferait du bien peut-être. Mais le problème politique qui nous est posé, c'est le problème de l'hégémonie de certaines formes. C'est des formes qui accoutument les corps à un certain métabolisme qui ne les rend plus disponibles pour tout un tas d'autres choses. Et ce que je crains un peu, et qui se vérifie d'ailleurs, c'est que les gens qui auraient métabolisé le jeu vidéo, je ne suis pas sûr qu'ils puissent de nouveau se rendre disponibles pour une autre forme d'occupation du temps et d'espace qui s'appelle la lecture. Je ne suis pas sûr. Voilà. Et c'est là que ça devient des sujets douloureux, parce que sinon, encore une fois, tout serait cool, quoi. Je veux dire, on pourrait faire des choses et d'autres, regarder ci, faire ça, lire, courir, ramasser des champignons, faire le con, boire, pas boire, enfin... Mais c'est pas ça qui se passe, c'est qu'il y a des sillons de consommation dans lesquels on nous engage impérieusement, quoi. Voilà. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et le troisième aspect, c'était oui, la classe, j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est très vrai, il n'y a pas de classe moyenne. Là-dessus, je suis... Après, je pense que c'était un peu confus ton truc sur d'abord, tu as dit les joueurs de loto sont riches. Non, les vainqueurs au loto sont riches. Les joueurs de loto sont pauvres. Et je crois savoir, d'après mes statistiques, qu'il y a plus de joueurs de loto que de vainqueurs au loto. Mais je vais la vérifier. Le joueur de foot qui devient multimillionnaire, tu dis qu'il n'est pas reconnu par un bourgeois. De quoi tu parles? Tu parles du bourgeois blanc qui... aime pas trop la gueule de Pogba. Parce que dans une espèce de petit racisme anti-racaille, il s'y reconnaît pas. Il le reconnaît pas comme un des siens, comme un semblable. Enfin, objectivement, Paul Pogba, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, il est très millionnaire, je pense qu'il habite un très beau quartier bourgeois de Manchester, je pense qu'il se promène en avion tout le temps comme la bourgeoisie mondialisée. À ce titre-là, le petit bourgeois du 16e aura beau ne pas se sentir d'affinité particulière avec Paul Pogba, issu d'immigration africaine et autres, ils sont quand même objectivement de la même classe. Ils ont globalement le même habitus, avec bien plein de nuances bien sûr, parce que être footballeur à Manchester et s'appeler Paul Pogba, c'est pas comme être effectivement, je sais pas moi, patron de BTP, habitant dans le 15e arrondissement à Paris, donc il y a des nuances. Je suppose que Paul Pogba n'est pas au Rotary Club par exemple, j'imagine, je ne pense pas que ce soit ses fréquentations. Enfin, bon, donc on a bien affaire là, plutôt d'ailleurs une hyper classe, plutôt que les classes bourgeoises. Donc, alors évidemment, dans
dans l'analyse de classe, il faut toujours être le plus nuancé possible, et je pense que c'est à quoi tu nous invitais, et tu as bien eu raison. Mais sur cet exemple-là, moi je pense qu'après, dans la donne générale de qui possède les moyens de production, qui possède le capital, oui, Pogba et Martin Bouygues, même combat. Alors, comment Bonsoir, merci. Je vais te tutoyer parce que t'es vraiment un frangin, quoi. T'es bon frangin. frangin. Hein? Mais de quelle mère, de quel père? Ah bah écoute, on sait pas, mais franchement, il y a des affinités comme ça. J'ai toujours su que mon père avait fait des conneries dans sa jeunesse. Peut-être le mien aussi. Ouais, Ah d'accord, c'est pas vrai. Il se trouve que mon père était enseignant aussi. À la retraite, certes, mais enseignant. Et je voudrais simplement revenir sur l'école, j'espère que ça va pas trop barber. Parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui me paraissent, qui me semblent un petit peu importantes. D'abord, se souvenir que c'est l'école de Jules Ferry. Et que c'est Jules Ferry qui a dit qu'il fallait clore l'ère des révolutions. Bon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, sauf que tu n'as pas nommé Jules Ferry. Non. Et aujourd'hui, C'est elle est inchangée quand même, cette école, dans sa structure, comme tu l'as dit. Et cette école, elle vient des petites écoles chrétiennes de Jean-Baptiste de La Salle. La méthode lassallienne, tout le monde en a entendu parler, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc je voulais revenir là-dessus quand même pour situer, pour contextualiser. Et elle empêche, cette école, les enfants des classes sociales non dominantes de pouvoir accéder à un statut social. Et elle reproduit, de parents à enfants, la domination et les ordres établis. C'est pour ça qu'on en est toujours là, en fait. Et toute filiation politique confondue, bien sûr. Donc les connaissances sont faites pour qu'elles puissent produire du profit. Elles sont destinées au marché, fin du 19e avec l'ère industrielle, etc. Et se doivent nécessairement d'être opérationnelles. On vit toujours la même chose. Puis Blanquer nous le dit, je veux dire, systématiquement, dès qu'on l'entend. Il va falloir aller sur le marché du travail. Et pour aller sur le marché du travail, voilà ce que je fais à l'école. On est bien d'accord là-dessus. Alors, comme tu parles souvent de lecture, et que, ah oui, c'est super la lecture, moi j'adore aussi, il passerait mon temps. Il se trouve que dans cette école, seulement 20% des enfants qui rentrent en classe de 6e ont accès à une lecture, on va dire, entre guillemets, experte. C'est-à-dire que seulement 20% des enfants ne peuvent pas saisir l'implicite d'un texte. Donc on leur apprend à lire, comme on apprenait à lire aux futurs ouvriers, de façon à ce qu'ils puissent lire dans les usines ce que leur demandait de faire, et point barre, pas plus, certainement pas pour réfléchir, certainement pas pour penser. Aujourd'hui, au XXIe siècle, 20% des enfants qui rentrent en 6e ne savent pas saisir l'implicite d'un texte et donc savourer tout ce qu'une lecture peut apporter. Alors ce que je voulais dire, c'est que les règles de fonctionnement de l'éducation nationale en France sont la chasse gardée du pouvoir politique, une fabrique de l'obéissance à l'ordre social, l'accès au savoir complexe et efficient est destiné à une certaine élite. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, que je sache, il a toute aptitude à pouvoir devenir aussi, enfin à pouvoir s'emparer des savoirs. Alors, ce que je voulais te demander, c'est que cette institution, tu as dit qu'elle était obligatoire et que tout ce que tu as dit est particulièrement, enfin moi je le ressens particulièrement, et c'est ce que j'ai vu chez mon père, il ressentait ça tout le temps. On l'appelait le rouge dans son lycée. On l'appelait le rouge, il était classé, et c'était terrible.
Il a toujours eu. Je m'en souviens parce que c'était le même. Eh ben, et donc. Papa. Ouais. Alors les filles, si, quand même je te dis, parce que les filles, elles l'appelaient James Bond. Ouais, j'ai su ça aussi. Alors que moi, elle m'appelait Crapaud. Et elles étaient amoureuses de lui. Et moi, j'aimais pas ça du tout. Mais bon, ça arrive. Et donc... Parle-nous encore un petit peu de ton enfance. Il n'y a pas de canapé, c'est bon. Alors, non, je voulais te demander, est-ce que tu penses que cette institution ne peut pas être renouvelée, et de toute façon, sans être obligatoire effectivement, mais qu'elle pourrait devenir totalement libre d'accès, parce que c'est un lieu clos de toute façon, complètement structuré, enfin bon, le monde extérieur n'y rentre pas, etc. Avec, comment dire, en rattachant tous ces liens qui font que les réalités du monde n'y sont pas perçues. Le réel n'y est pas perçu. Il y a effectivement un déversement du savoir, mais après toutes les expériences vécues, tout ce que les enfants vivent, tout ce qu'ils pourraient relater, tout ce qui pourrait être dit, raconté, enfin une véritable praxis qui pourrait être opérée dans cette école qui n'est pas faite. Donc l'appropriation de l'écrit. La question. Doucement la foule, doucement. Je calme les gens. Oui, merci, t'es gentil. Tu connais les gens, hein, ils sont... L'appropriation de lâcher. Et la confiscation de la parole par une minorité. La domination symbolique et la violence qu'elle génère dans cette école, toujours dans cette institution. Le pouvoir attribué au savoir officiel et le manque de statut qu'a un enfant. Est-ce que tu as des idées pour que tout cela puisse enfin... Je pense que je vais pas être trop long pour une fois, pour ce qui me concerne. Non, mais... J'aime pas beaucoup me situer dans la prospective et donc il faudrait faire ci, moi je l'imagine comme ça, parce que là-dessus, moi je suis ultra-démocrate. Hein. Je veux dire, c'est les peuples, c'est les collectifs fédérés qui inventent leur propre devenir, quoi. Et donc moi j'ai des petites idées sur la question, parce qu'en tant que praticien, pratiquement, là je me sens un peu plus légitime pour le dire, mais je parlais tout à l'heure d'un service public d'émancipation, parce que je préfère le mot émancipation et éducation, mais on va pas ergoter là-dessus, qui serait accessible à chacun, à toute heure, je veux dire. Et le premier bénéfice, on serait de rendre beaucoup plus heureux les 800 000 enseignants. Je ne sais pas si c'est 800 000 enseignants personnels de l'éducation, mais je pense qu'on est quand même énorme. Ouais, je crois que c'est 800 000 profs, hein, des statuts divers d'ailleurs, parce que plus de vacataires, tout ça. Je crois que ça, c'est tellement plus agréable d'avoir affaire à des gens qui ont désiré être là. Moi, je pense d'abord aux profs, en fait, avant toute chose. Que je vois tellement malheureux, en fait, y compris autour de moi, et de façon très intime. Voilà, ça serait plus beau, et moi je rêverais aussi d'un lieu comme ça. Donc à effectif égal, hein, on garderait tous les profs, on a besoin de tout le monde, de plein de gens comme ça pour accueillir des gens qui voudraient parler de tel ou tel truc, se renseigner sur tel ou tel truc, creuser telle ou telle question, soumettre tel ou tel problème, rapporter telle ou telle expérience. Tel ou tel problème du quartier, ça c'est Fréré au Brésil qui a fait des choses magnifiques là-dessus, essayer de décloisonner, ou les gamins prolos qu'il accueillait dans son école alternative, on commençait par parler de tout un tas de problèmes qu'ils avaient, et puis lui-même, d'ailleurs les profs à ce moment-là, demandaient que chacun raconte son quartier, raconte son quotidien, et à partir de ce quotidien, on peut faire monter ça en pensée, quoi. À partir d'un petit élément de la vie, vous pouvez tirer la pelote et arriver à l'histoire du monde, toujours, et c'est toujours comme ça qu'on devrait faire d'ailleurs, à partir de quelque chose qui soit familier de l'enfant en question, non pas au sens où il s'agirait de ne parler que de soi, mais au sens où, au moins, l'ancrage familier assure une sorte de consistance du désir à vouloir en découdre avec un sujet. Vous voyez, c'est ça qu'il faut... Je veux dire, pourquoi est-ce que moi je me suis intéressé à l'histoire presque en solitaire quand j'avais 12, 13, 14 ans? Parce que j'avais une entrée affective dans l'histoire. Il faut toujours avoir une entrée affective dans l'histoire. Mon entrée affective, elle était très simple. C'était que je commençais à me politiser, je commençais à vraiment, m'initier à un certain nombre de choses, sur la lutte des classes, comme ça, l'histoire du... Bon, le communisme m'intéressait, la réalisation du communisme m'intéressait, et donc à ce titre-là,
toute période historique devenait pour moi passionnante parce qu'elle était saisie par une entrée affective et par un objectif moral qui était le mien, ou un objectif psychologique ou esthétique qui était celui de est-il possible qu'un jour une révolution ait lieu? Voilà, je le dis dans les termes un peu grossiers qui étaient peut-être les miens de l'époque. Donc il faut une entrée affective dans un savoir, sinon le savoir reste lettre morte. Il est froid, et donc il faut le chauffer. Et après, voilà, sans aller plus loin dans la prospective, parce qu'il y aurait tellement de choses à inventer, et qui seraient des belles choses, hein. Ça serait beau, en fait. Ça serait beau, ces périmètres-là. Ce seraient des espaces super intéressants. D'ailleurs, on en a, voilà, dans les cercles, dans les quelques poches anarchistes, des choses se sont inventées. Mais je crois que la sociabilité du Parti communiste dans laquelle j'ai grandi, elle a aussi inventé des choses en termes d'émancipation auto-organisée. Elle a produit des choses exceptionnelles en termes d'accès à la culture, de développement, de l'intérêt.